Bonjour tout le monde et merci à Lilia d'avoir organisé ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle d'entrepreneuriat par acquisition, qui est plus connu sous le nom de Search Fund Model. C'est un modèle innovant d'entrepreneuriat et nous en parlerons un peu plus dans le détail un peu plus tard. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui les 3 premiers searchers entrepreneurs en Tunisie. Le premier, Sleh Kali, qui est le premier searcher entrepreneur et qui est aujourd'hui CEO de la société Propan. Bonjour Sleh. Nous avons également donc, Hedi Bentamfous et Khalil Talbi, les deuxième et troisième searchers en Tunisie, qui ont commencé leur phase de recherche il y a quelques mois. Donc, il y a 4 mois pour Hedi, il y a 2 mois, 1 mois pour Khalil. Nous allons profiter de leur expérience et de leur témoignage pour illustrer le modèle et comment le modèle, on pense que c'est très adapté pour le contexte tunisien et peut être intéressant pour différents intervenants dans l'écosystème tunisien. Je vais commencer par présenter brièvement le fonds TAEF pour ceux qui ne connaissent pas. TAEF, donc le fonds Tunisian American Enterprise Fund, c'est un fonds qui a été mis en place par l'USAID pour soutenir le secteur privé en Tunisie en 2013. Donc, nous avons déjà presque 8 ans d'opération. Notre mandat et notre objectif, c'est d'introduire des mécanismes d'investissement innovants, adaptés aux besoins de l'entrepreneur tunisien et à fort objectif d'impact de développement et que ça soit inclusif. Donc, nous avons, et sous ce mandat et sous cet objectif, nous avons de la flexibilité pour justement penser, voir les besoins, penser aux mécanismes qui peuvent être intéressants, les adapter et les initier au contexte tunisien. Donc, progressivement, nous avons petit à petit introduit différents modèles et notre stratégie a été d'adresser les besoins des entrepreneurs dans leurs différents stades de développement. Donc, nous soutenons la micro-entreprise via nos investissements dans les institutions de microfinance. Nous soutenons les petites et moyennes entreprises en Tunisie par des mécanismes de dette mezzanine, de dette privée, de fonds propres, equity et quasi-equity, soit en direct, soit de manière indirecte à travers nos partenaires et les fonds que nous soutenons. Et nous soutenons les besoins des startups également en investissement via notre investissement dans Flatix Lab Anavaseed Fund, donc la plateforme d'accélération de seed funding et de pre-series A. Et c'est dans cette logique et dans cet objectif d'apporter des mécanismes adaptés, innovants et inclusifs et impactants que nous avons vu le besoin en 2017 et l'intérêt d'introduire le modèle d'entrepreneuriat par acquisition en Tunisie, le modèle Search Fund. En fait, c'est le fondamental derrière, c'est que nous avons vu des sociétés saines qui sont arrivées à un stade de développement, qui sont arrivées à une phase, on va dire, de succession et de transmission, d'un côté. Nous avons vu d'un autre côté des managers confirmés, expérimentés, qui ont la volonté de devenir entrepreneurs et qui ont la volonté de se lancer dans une aventure entrepreneuriale sans forcément passer par la case zéro et de se lancer et de commencer une société de zéro. Et nous avons aussi vu, dans un troisième côté, du côté de TAEF et sur le marché aussi, de l'intérêt d'investisseurs qui cherchent des sociétés intéressantes pour des besoins d'investissement, que ce soit des investisseurs institutionnels ou des groupes familiaux ou des individuels, en fait. Et en fait, le modèle d'entrepreneuriat par acquisition permet d'aligner les intérêts de ces 3 opérateurs de l'écosystème tunisien. En fait, en quoi ça consiste? L'entrepreneur, le manager qui est au cœur de tout le process du modèle, qui décide de se lancer dans une démarche entrepreneuriale et qui a envie de trouver une société à acquérir et pour qu'il devienne son CEO. Donc, en fait, le modèle, il se passe sur plusieurs phases. Il y a une première phase de constitution d'un fonds de search, en fait, qui lui permet qui va lui permettre de financer la phase de recherche qui dure en général jusqu'à 2 ans de recherche
de recherche, de discussion avec les différents propriétaires de sociétés qui cherchent une succession, un plan de succession et de legacy à leur société, et qui vont justement trouver une société pour l'acquisition. Et là, ils arrivent à leur deuxième phase d'acquisition, où ils vont lever des fonds pour l'acquisition de la société. Et la troisième phase, où ils deviennent CEO de cette boîte et propriétaire d'une partie d'actions, donc actionnaire dans cette boîte, pour la développer, pour éventuellement sortir les fonds qui ont investi pendant la phase d'acquisition. Euh, donc, euh, donc le search en fait, le search fund en fait, on va dire qu'il se fait sur deux grandes phases différentes. La phase de recherche incluant donc la levée du fonds, la recherche, les assessments des différentes sociétés et la levée de fonds pour l'acquisition, et la phase post-acquisition où ils deviennent CEO de la boîte. Donc aujourd'hui, justement, nous avons la chance d'avoir 3 entrepreneurs searchers qui sont passés par des phases différentes. Donc aujourd'hui, il y a donc Sleh qui a fini la phase de recherche et d'acquisition et qui est aujourd'hui CEO de la boîte Propan, qui est acquise en mai 2019. Et nous avons 2 searchers qui commencent leur phase de search. Donc c'est intéressant comme ça nous permet de voir par leurs témoignages les différentes facettes et intérêts de ce modèle d'entrepreneuriat. Sleh, je vais commencer par toi. Si tu pouvais nous raconter ton expérience et ce qui t'a motivé dans cette aventure d'entrepreneuriat par acquisition et dans ce modèle de search fund. Voilà, si tu pouvais commencer par ton témoignage. Ouais. D'abord, je te remercie, Ons, et Lilia pour cette initiative. Je pense que ce genre d'initiative permet de montrer qu'il existe dans l'écosystème tunisien des fonds qui réfléchissent à des modèles novateurs de l'entrepreneuriat et de booster l'entrepreneuriat. Et donc, je vous remercie et je te remercie pour cette présentation du modèle Search Fund. En apparence, le modèle Search Fund est assez simple, mais plus quelque chose est simple, plus on sait qu'elle présente des complexités dans son exécution. Mais le principe est très simple. Pourquoi cette initiative m'a intéressé? Moi, je viens d'un background de management d'entreprise où j'ai passé plus de 20 ans à gérer des entreprises localement et à l'échelle internationale, à les faire grandir, à monter des équipes, et avoir cette passion de croissance et de démontrer qu'en Tunisie, on est capable d'avoir des acteurs leaders sur le marché tunisien, mais aussi qui ont une empreinte régionale. À un moment donné de ma carrière, j'ai décidé de ma propre initiative d'aller sur une autre démarche d'entrepreneuriat. Au lieu d'avoir une logique d'intrapreneur au sein d'un groupe, j'ai décidé de mettre au profit d'une entreprise de PME plus ou moins moyenne en Tunisie, l'expérience acquise tout au long de ma carrière. C'était ça la motivation que j'avais. Avant de rencontrer TAEF, j'avais cette démarche d'entrepreneuriat et de rechercher des fonds pour acquérir une entreprise avec la motivation de la faire grandir. Et le Search Fund est né d'une rencontre absolument unique et il y a des fois des étoiles de convergence qui se font entre Hela Fourati, qui est manager de TAEF, et moi-même, et où on a décidé d'aller sur cette aventure innovante de Search Fund. Donc, ça a été le premier Search Fund en Tunisie. Qu'est-ce qui a attiré dans cette démarche? Elle était, en tout cas ce qui me concerne, ma lecture des choses, doublement intéressante. Elle était intéressante parce qu'elle correspondait exactement à mon mindset sans qu'il soit complètement formalisé dans sa démarche de recherche d'entreprise et de recherche de financement pour l'acquisition d'entreprise. Donc, le Search Fund, à travers TAEF, a amené une structuration de cette démarche d'entrepreneuriat par l'acquisition. Et ce qui est innovant dans cette démarche-là, c'est qu'il offrait un alignement d'intérêts. Je crois que l'alignement bien phasé des intérêts permet de créer des synergies, d'amplifier les synergies de réussite. Il y a l'alignement de l'intérêt du manager qui veut faire une démarche d'acquisition mais qui n'en a pas forcément les moyens. Il y a l'intérêt de l'alignement de l'investisseur, puisque l'investisseur va miser plus dans un premier temps sur un manager
que sur une entreprise. Et ce faisant, en fait, in fine, on se rend compte dans les private equity classiques qu'on peut avoir un très bon cheval qui est l'entreprise, mais pas forcément le bon management. Et donc, cette démarche de recherche, elle offre aussi cette rencontre, cette vie commune entre un investisseur et un manager, à laquelle s'adjoindra plus tard l'alignement d'une entreprise finalement, d'un vendeur d'entreprise, quelqu'un qui a mis sa vie ou en tout cas son énergie à développer son entreprise et qui, pour une multitude de raisons bonnes, souhaite se retirer, mais souhaite se retirer positivement en faisant confiance à la fois à des investisseurs et à la fois à un manager pour que ce bébé-là puisse grandir sainement et sereinement en préservant les cultures de l'entreprise et ce qui a été fait jusqu'à présent. Et donc cet alignement fait que la conjoncture des astres se fait. Bien entendu, quand on dit alignement, c'est apprendre d'abord à lever les barrières et qui sont souvent, on les néglige, les barrières de communication et de connaissance de l'autre. On prend le temps de rechercher. On ne va pas forcément rechercher une pépite qui n'est pas en adéquation avec la capacité du manager à l'amener à devenir encore plus pépite. C'est-à-dire qu'on peut trouver une entreprise, mais pour laquelle le manager n'est pas forcément la bonne personne pour l'amener ailleurs. Et donc, c'est cette conjoncture d'avoir à un moment donné l'entreprise pour laquelle le manager est motivé et pour laquelle le vendeur veut céder son entreprise parce qu'il a confiance qu'on peut l'amener à une étape ultérieure. Donc, c'est cet aspect, en premier lieu, d'innovation, d'alignement d'intérêts, de l'investissement et de lui donner un côté personnel, humain, moins mécanique, moins financier, en remettant le manager et l'entreprise au centre des préoccupations, qui m'a beaucoup intéressé dans le modèle Search Fund. Évidemment, l'autre partie qui m'a intéressé, c'est que c'était une première, en Tunisie du moins, et forcément, c'est un modèle qui vient de pays anglo-saxons, des États-Unis essentiellement, mais de l'Europe aussi. Mais dans le contexte tunisien, il présentait une gageure s'il était appliqué tel que. Donc, il fallait adapter, il fallait, durant tout le chemin, inventer, mettre en place, structurer les choses, résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'il apparaissait, convaincre, il y a une force de conviction forte, les gens ne comprennent pas comment un investisseur peut faire confiance à un manager sans connaître l'entreprise qu'il va acheter. Oui, ça arrive. Et oui, et d'ailleurs, cette conjoncture, cette synergie qui se crée entre ces trois parties, c'est-à-dire le cheval qui est l'entreprise, le jockey, on utilise souvent cette image-là, qui est le manager demain, et l'entraîneur qui est l'investisseur, fait en sorte que c'est vrai qu'il y a pas mal de déchets dans la recherche, mais une fois que cette conjoncture se fait, une fois que l'entreprise est trouvée, en général, les retours sur investissement pour l'investisseur et pour tous les investisseurs qui investissent dans cette démarche-là sont bien supérieurs aux retours sur investissement d'un private equity ou d'un financement classique. Voilà ce qui a motivé cette démarche-là, en tout cas en ce qui me concerne. Ouais, merci beaucoup, Sleh. Il y a plusieurs points évoqués. On reviendra pour certains points, pour détailler un peu plus et avoir plus ton expérience sur ça et en savoir plus. Entre-temps, je vais juste passer à deux autres searches pour que chacun, en fait, qui ont tous les deux chacun répliqué et suivi le modèle et qui ont lancé chacun un search fund. Donc, Heidi, il y a 4 mois, en juillet. Khalil qui a lancé son search fund en octobre. Si vous pouvez, je vais peut-être commencer par Heidi, si tu pouvais te présenter et nous raconter ce qui t'a amené dans cette aventure. Oui, merci Ons. Donc effectivement, Heidi Bentafous, moi je viens du monde des télécoms. En fait, je suis ingénieur télécom de formation. Je suis plutôt un opérationnel, bien que j'ai passé quelques années en conseil en stratégie. Et j'ai démarré ma carrière à Paris, chez Alcatel, pendant de longues années. Et j'ai pris plusieurs métiers, du technique jusqu'au commercial. J'ai travaillé sur le marché principalement européen et africain, ponctuellement au Moyen-Orient et en Afrique. Et par la suite, je suis rentré toujours avec Alcatel en Tunisie
pour manager une structure et gérer un compte client stratégique. Pendant quelques années, ça a duré après 5 ans et ensuite, je voulais créer mon propre projet. Et donc là, j'ai totalement bifurqué vers un autre secteur qui est l'hôtellerie et j'ai créé ma propre unité hôtelière. C'était hyper enrichissant, malgré le fait que c'était une période assez mouvementée avec tous les événements qu'on a vécu ces dernières années. C'était hyper enrichissant en termes de montage financier, de réalisation pendant cette période, comme je disais, assez difficile. Et par la suite, le lancement et trouver des solutions de retournement et de restructuration, surtout avec ce qui nous arrive en ce moment. En 2019, je me suis posé pour voir les différentes options et explorer de nouvelles opportunités. Et c'est là où j'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec Sler qui m'a parlé de ce nouveau modèle. En fait, je voulais rester dans l'entrepreneuriat, mais je n'avais pas envie de partir de zéro. Et pile poil, le modèle que m'a présenté Sler répondait déjà à ce volet-là. Mais plus, effectivement, c'est l'avantage d'avoir un accompagnement, mis à part le côté financier où on peut adresser des cibles qui sont intéressantes et que je ne pourrais pas, et je pense que je ne pourrais pas adresser en solo. Il y a l'accompagnement pendant toute cette phase que j'estime assez compliquée de recherche de la cible et de la phase d'acquisition jusqu'à la partie opérationnelle. Et d'ailleurs, je le sens dès ces 4 premiers mois, que la partie structuration de cette démarche-là est hyper bénéfique. Voilà, je laisse à Khalid de se présenter. Merci, Hedi. Khalid, si tu pouvais aussi nous parler de toi. Merci Hedi, merci Hans. Bonjour tout le monde. Alors, pour ma part, je suis plutôt de formation commerciale, je ne suis pas ingénieur, personne n'est parfait. Et j'ai commencé ma carrière un peu plus plus ou moins comme Hedi, j'ai commencé ma carrière dans le conseil et je suis rentré en Tunisie à fin 2010 en essayant de lever des fonds pour un projet tout en pilotant la restructuration d'une entreprise familiale. En Tunisie, j'ai fait mes armes beaucoup plus dans le retail et dans le digital pendant une petite dizaine d'années. Et ça m'a permis de développer un profil un peu de retailer, expert de la distribution, avec un background avec une certaine expertise sur la partie industrielle et optimisation des process industriels. Ça a été une expérience très enrichissante, sachant que depuis mon expérience qui n'a pas abouti de levée de fonds en 2010, j'ai gardé cette envie d'entreprendre et cette envie de me retrouver dans une entreprise que je pouvais amener d'un point A à un point B et puis d'essayer d'avoir une certaine vision, une certaine de la création de valeur à travers le développement de l'entreprise en général et puis à travers l'entrepreneuriat plus en particulier. Au point que même pendant mes expériences entrepreneuriales, mes expériences en tant que manager dans les boîtes par lesquelles je suis passé, à défaut de pouvoir entreprendre, j'ai toujours essayé de faire de l'intrapreneuriat en développant notamment en développant en menant du digital dans des entreprises en fait, qui n'étaient pas encore en phase de le mettre en place et en essayant de trouver des débouchés de développement qui ne sont pas forcément dans la lignée de la culture de l'entreprise, en fait, en essayant d'avoir une certaine rupture avec les conventions de l'entreprise. Et c'était jusqu'en mai 2019 où j'ai, pareil que Hedi aussi, en fait, j'ai été invité par le discours de Sler sur Expresso quand il a parlé de son expérience sur Propane. Et c'est là que j'ai commencé à envisager le Search Fund comme une alternative.
l'idée a fait son chemin petit à petit. J'ai eu la chance de rencontrer par la suite Ons qui m'a exposé un peu plus le modèle, et puis le reste de l'équipe de TAEF, notamment Hela. Et pour ne rien vous cacher, en fait, au départ, j'étais venu avec une idée toute faite, en fait, avec une idée d'entreprise qui avait du potentiel, mais qui était en phase de restructuration. Et puis, ça ne cadrait pas forcément avec le modèle. Et j'ai été encore plus charmé par l'expérience, et donc, du coup, encore plus convaincu par le modèle. Et j'ai dû changer de démarche pour adapter mon approche à celle du modèle, qui est celle d'aller chercher des entreprises qui ont un potentiel de développement, qui sont relativement saines, qui ont une certaine masse d'EBITDA et qui sont en mesure de créer de la valeur à travers l'amorçage d'un certain développement et d'une nouvelle vision. Et donc là, ça fait un peu moins d'un mois que je suis en plein dedans. Merci à vous deux, merci Hedi et merci Khalil. En fait, donc chez TAEF, on est aussi ravis de vous avoir avec nous en tant que deuxième cohorte de Searchers. En fait, oui, effectivement, le modèle, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est vrai que le modèle, il est à la fois simple et compliqué, en fait. Vous avez évoqué ce point tous les trois. Et effectivement, chez TAEF, donc là, c'est justement la deuxième cohorte qu'on soutient dans cette phase de recherche. On essaye justement d'apporter du soutien plus que financier, justement, avec la proximité de notre équipe, par la mise en place de notre réseau, de notre expertise, et pour essayer justement de faire en sorte que les searchers réussissent au mieux dans leur process de recherche. En fait, tous les trois, Sleh, Khalil et Hedi, vous avez tous les trois mentionné vous avez parlé d'innovation et vous avez mentionné le côté innovant du modèle. Et je vais rebondir sur ça et je vais te demander, Sleh, à toi peut-être de nous détailler, de nous en parler un peu plus de ce côté innovant du modèle, en fait, de vous donner plus d'infos de ton vécu, parce que toi, de ton côté, tu as vu, tu avais des attentes par rapport au modèle, et tu as déjà passé, tu es plus avancé dans le process, donc tu as déjà finalisé la phase de recherche et d'acquisition, et tu es en phase de développement et de croissance de la société. Par rapport justement à ton vécu, par rapport à cette période de recherche et d'acquisition, et qu'est-ce que tu retiens de et comment tu pourrais nous en parler plus du côté innovant du modèle, en fait? C'est ce que je disais tout à l'heure, je vais peut-être l'approfondir un peu plus. La partie innovante du modèle, c'est que il y a d'abord une démarche structurée, convergente, dans un premier temps, entre un investisseur et un manager. Je rappelle que le modèle, initialement, même si TAEF a dès le départ souhaité introduire ce modèle en Tunisie, et heureusement qu'elle l'a fait, c'est d'abord une démarche en fait inversée. C'est le manager qui fait un premier fonds de recherche. Et ça, c'est innovant. C'est-à-dire, c'est un manager, il dit, moi, je mets sur la table mon expertise, mon expérience, et je vais voir des investisseurs qui sont capables de financer ma phase de recherche. Je suis capable de porter une entreprise à un autre niveau. Je ne la connais pas aujourd'hui, mais toi, investisseur, apprends à me connaître, et à la limite, on va faire une démarche ensemble. Et du coup, pour l'investisseur, il y a à la limite une prise de risque moindre, puisque le coût de la recherche est bien largement inférieur à celui de l'acquisition demain. Et donc, en contrepartie, il y a le temps de trouver la bonne entreprise, mais en même temps, le bon manager pour la bonne entreprise. Il y a le temps de bien connaître le manager, exactement. Et le temps de bien connaître le manager, de bien connaître l'entreprise. Il n'y a pas une mise de fonds mirobolante au départ, au niveau de la recherche. Et donc, pour l'investisseur, c'est un investissement en étapes. Je voulais rajouter autre chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il y a 3 phases. Il y a la phase recherche, il y a la phase acquisition
et développement, et à la phase exit pour l'investisseur, parce que le rôle d'un investisseur, c'est de récupérer et de sortir après. Et je reviendrai sur la phase exit. Donc déjà, dans la démarche initiale, c'est absolument unique et innovant. Ouais. La deuxième logique d'innovation, c'est qu'elle offre à un entrepreneur qui est, je dis bien un entrepreneur, je ne dis pas un manager, je ne dis pas quelle que soit sa casquette, c'est-à-dire que viscéralement, il veut entreprendre, mais il ne veut pas entreprendre d'un greenfield ou d'une start-up, il veut entreprendre, il veut gérer, il veut faire grandir une entreprise dans un domaine particulier, ben, lui offre le financement. Il y a une innovation dans le financement absolument unique, puisqu'il y a un intéressement, il y a une mise de fonds du manager, bien sûr, mais il y a un intéressement du manager sur les différentes étapes, in fine. Il y a un intéressement sous forme d'action du manager sur l'étape fondamentale de recherche et de trouver une entreprise. Il y a un intéressement à fur et à mesure que le manager reste dans l'entreprise et la développe. Et il y a un intéressement à la sortie de l'investisseur. Donc là aussi, le manager n'est pas oublié dans sa démarche d'intéressement et il a les moyens de trouver le financement nécessaire pour acquérir l'entreprise. Donc la motivation est grande pour un manager. Et donc là, on voit bien que le search fund qui est théoriquement initié par le manager va lever des fonds de recherche et va donner une priorité aux investisseurs qui lui ont confiance pour acquérir avec lui l'entreprise. En général, c'est du co-investissement et ça intéresse beaucoup les investisseurs qui viennent après, parce qu'il y a un investisseur qui a pris le pari, qui a pris le risque de miser sur un manager, qui a fait le travail de recherche, et un autre investisseur qui peut arriver après et dit, je vais rentrer avec vous parce que je sais que le travail a été bien fait. Là aussi, c'est innovant. Et donc, de trouver ces synergies-là, en fait, c'est un modèle qui capte les synergies et les intéressements et qui aligne au fur et à mesure de son avancement, qui aligne les intérêts de chacun. Vient emborder à un moment donné l'intérêt du vendeur, du créateur, du fondateur de l'entreprise. Et là aussi, il y a une démarche de conviction pour que le vendeur s'assure que c'est le bon manager pour l'entreprise et que l'investisseur qui est avec lui ou les investisseurs, c'est les bonnes personnes pour doter l'entreprise des moyens nécessaires à son développement. Et enfin, il y a un alignement entre le capital, les investisseurs, le manager, donc le chercheur qui prend à ce moment-là le statut de manager, et l'entreprise elle-même. Il faut bien comprendre que si un chercheur n'amène rien à une entreprise qui est déjà en réussite, ça ne sert à rien de l'acquérir, même si elle est bonne. Et il faut aussi qu'il trouve sa place parmi les équipes qui sont là, qui portent depuis des années l'entreprise à bout de bras. S'il ne trouve pas sa place, il ne réussira pas. Et s'il trouve sa place, c'est vraiment une synergie qui va s'exprimer, qui était latente peut-être, qui était en palier de développement parce que le vendeur n'était pas forcément dedans. Et cette synergie-là va encore s'exprimer. Et réellement, si on arrive, et ce n'est pas aussi simple que ça, aussi bien Ed que Khalil en parlait, et je le confirme, toute la difficulté, c'est d'aligner les intérêts, de trouver est-ce qu'on est la bonne personne, est-ce qu'on s'entend bien avec l'investisseur, est-ce qu'on est la bonne personne pour l'entreprise. Mais une fois qu'on exprime ces alignements au fur et à mesure de l'avancement, en général, c'est une vraie réussite financière et économique. Voilà, en tout cas, de l'expérience. Exactement, exactement, Sleh. Et comme tu as dit, là, en fait, quand là, je reprends la casquette investisseur, contrairement à l'investissement classique où on va plutôt sourcer des sociétés, des investissements. Là, c'est vraiment le manager qui est au cœur de tout le process et c'est très… le search, le manager search, il est au cœur de toutes les phases et c'est le point le plus important parce que c'est lui qui va mener et qui va chercher à aligner tous ses intérêts entre les différents acteurs et c'est lui qui est… Absolument. Et lui, il doit être constamment dans le souci d'aligner les intérêts de tout le monde. Exactement. Exactement. Ouais. Absolument. Et demain, c'est plus le chercheur, c'est l'entreprise qui sera au cœur de l'alignement d'intérêts. C'est elle qui cristallisera l'alignement d'intérêts de tout le monde. Donc, c'est vraiment un processus qui est sain dans sa démarche, mais qui est difficile dans son exécution, parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de remises en cause. Est-ce que je suis le bon manager pour l'entreprise, même si elle est bonne? Il faut avoir le courage de dire l'entreprise est superbe, mais je ne vais rien lui amener.
Donc, je ne vais pas forcément l'acheter parce que je ne vais rien lui amener. Donc, Exactement. cette démarche-là qui fait que de remise en cause, de sincérité, d'humilité, qui fait que ce modèle, en tout cas, m'a passionné et je voulais partager cette passion avec les nouveaux chercheurs. Et je sais que sans une démarche innovante de TAEF, on ne serait jamais arrivé. TAEF, en tout cas dans ce qui me concerne, a toujours été d'un soutien continu dans des moments où parfois c'était difficile. Parfois, les gens ne comprenaient pas le modèle en exogène, donc il fallait répéter souvent. Beaucoup de patience, mais in fine, on y arrive. Malgré le contexte difficile, il faut rester positif, on y arrive. Oui. Effectivement, effectivement. Euh, oui, pour donc effectivement, c'est très important de bien sélectionner le manager, de bien se connaître aussi, et de bien travailler à aligner tous les intérêts. Et c'est aussi très important de bien aussi de comprendre les sociétés. Comme tu as dit, en fait, l'objectif, c'est justement de ne pas se tromper dans l'acquisition, c'est sûr, et de réussir à créer de la valeur et à développer la société et à apporter sa valeur ajoutée. Donc, donc je reviens justement aux critères de société qui peut rentrer dans le modèle. Donc, il s'agit là de sociétés qui sont saines, comme on l'a dit, qui ont des qui, qui travaillent bien, qui sont saines. C'est pas des sociétés en restructuration, par exemple. C'est pas la société cible pour ce genre de modèle. Et qui le manager searcher, l'entrepreneur, quand il va dans sa phase de recherche de cette société, il y est il voit qu'il peut ajouter de la valeur, il y a de l'intérêt, il y a l'envie, en fait, parce que ça vient du searcher in fine, en fait. Et là, je reviens à Hedi et Khalil. Je vais vous demander, en fait, finalement, si vous pouvez nous expliquer ce que vous cherchez, quelles sont les boîtes que vous êtes en train de cibler, qu'est-ce qui vous intéresse, en fait. Je vais commencer par Khalil, là, cette fois-ci. Khalil, tu peux nous expliquer ce que tu fais. Merci. Alors, au-delà des secteurs qui sont ciblés ou de la typologie des boîtes qui sont ciblées, dans la démarche, en fait, comme ça a été bien exposé, l'alchimie proviendrait de l'adéquation entre le profil et la boîte targetée. Si on ne peut pas avoir de la compétence en fait dans tous les domaines, on peut avoir un certain apport, mais on ne peut pas, enfin, s'il n'y a pas de patient, s'il n'y a pas une certitude qu'on va avoir un vrai apport dans la boîte, en fait, ça ne sert à rien d'aller l'acquérir et si c'est pour se retrouver à faire du business as usual, en fait. Soit on a une vraie vision pour la boîte, pour la création du développement de cette boîte-là, soit c'est qu'on n'est pas forcément le bon jockey pour le cheval, aussi bon soit-il. Donc, l'idée derrière le search fund, c'est essentiellement la création la création de valeur et à travers l'amorçage d'un certain développement et à travers la création du développement dans une boîte qui est existante, qui a déjà de bons indicateurs et qui a une bonne et qui a déjà une bonne assise et un bon track record. Donc, à partir de ce moment-là, pour ma part, et étant donné mon background, je suis en train de chercher des boîtes essentiellement dans des secteurs d'abord qui me passionnent en partie, et puis au niveau desquels je peux avoir une certaine valeur ajoutée, notamment ce que j'appelle l'education and learning pour des questions de passion, tout ce qui est dans les business digitaux, le healthcare and beauty. Et là, en fait, c'est un ratissage qui est beaucoup plus large où mon background de retailer peut
avoir un apport certain pour une boîte qui a toujours été dans un mindset industriel. L'agribusiness et les FMCG, en fait, hein, les produits de grande consommation. Donc là, c'est mes secteurs de prédilection. Mais je reste quand même assez conscient que ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Enfin, on ne va pas forcément réussir à trouver des boîtes qui répondent à la totalité des critères. Et l'expérience de Sler a été la principale. On a été le meilleur témoin. Ça veut dire que Propane, tu me corrigeras si j'ai faux, Sler, Propane n'a pas été… ça a plus été dans une approche opportuniste, en fait. Enfin, ça ne faisait pas forcément partie des secteurs de prédilection. D'après ce que tu m'en as raconté, en fait, c'est une boîte qui est venue comme ça. Et puis, en analysant ces indicateurs, il s'est avéré que c'était une boîte pour laquelle tu pouvais avoir une certaine passion et qu'il pouvait y avoir une certaine adéquation. Donc, je reste conscient par rapport à tout ça. Et puis, j'essaie d'affiner petit à petit. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de boîtes qui sont intéressantes. Et il m'est déjà arrivé, en fait, enfin, rien que sur le mois que j'ai passé d'en voir quelques-unes, mais j'avais du mal à me projeter dans ces boîtes-là. Malgré les indicateurs j'avais du mal à me voir faire ce business-là. J'avais du mal à voir l'apport que je pouvais avoir dans cette entreprise-là en me comparant à l'actionnaire principal, au fondateur et aux dirigeants. C'est-à-dire que tu vas intervenir. D'accord. Donc en termes de taille, en fait, aujourd'hui, les boîtes que nous ciblons, c'est des boîtes en fait, qui même en restant relativement, c'est un intervalle qui est relativement large. En fait, on cible des boîtes qui font grosso modo entre 5 et 30 millions de dinars de chiffre d'affaires. Mais ça ne veut pas dire qu'on exclut les cibles qui font un chiffre d'affaires inférieur à 5 ou qui font un chiffre d'affaires supérieur à 5. En fait, réellement, c'est une approche d'analyse au cas par cas. Le plus important, comme ça a été déjà bien martelé au niveau des interventions précédentes, en fait, c'est l'adéquation entre la stratégie d'investissement de l'investisseur, le profil du manager et le profil de la boîte. C'est la seule manière, en fait, qui est en mesure de créer de l'alchimie. Je pense que tout le reste, on finit par l'adapter si on finit par trouver la bonne formule. Je te cède la parole, Hedi. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de recoupements dans ce que je vais dire. En termes de recherche, je pense que il faut vraiment rester assez ouvert. La Tunisie n'est pas un marché si grand pour que je puisse dire je vais chercher dans les boîtes de télécom et dans le digital, qui est mon secteur de prédilection. Ça sera effectivement un secteur dans lequel je vais chercher, mais pas que. Donc, je pense qu'il faudra chercher un peu partout. Et j'ai mis, me concernant, 4 secteurs prioritaires qui sont les mêmes, hein, parce qu'il y a aussi les critères qui sont assez restrictifs, des boîtes, comme on disait, saines, un secteur en croissance, de la récurrence dans les revenus, un marché avec des clients c'est-à-dire un marché assez fragmenté. Donc, il y a quand même des critères qui sont assez restrictifs dans le modèle du search fund. Donc, dans les secteurs qui sont en croissance et qui me plaisent personnellement, le secteur de la santé et en particulier l'industrie des dispositifs médicaux, les labos pharma et parapharma, notamment l'industrie des compléments alimentaires. Aussi dans l'agro et l'agribusiness, un vertical en agriculture de la collecte de la culture jusqu'au conditionnement, c'est quelque chose qui est plaisant. Et effectivement, le secteur de l'éducation qui sera toujours en croissance et où on pourra trouver des pépites assez intéressantes. Bien sûr, recherche assez large et puis après affiner effectivement la projection, voir si on peut apporter de la valeur et faire le plus, bien qu'on n'est pas forcément expert, c'est-à-dire dans les sociétés qu'on devra chercher, le manager ou le premier manager ne devrait pas être un expert et forcément nécessite
une expertise particulière chez le manager. Ça, c'est important. Voilà. D'accord. Et je rebondis, Hedi, vu que tu as commencé ta recherche il y a 4 mois, si tu pouvais nous parler en fait de en quoi ça consiste en fait au quotidien le travail d'un searcher, comment ça se passe, comment concrètement. Alors, en fait, 4 mois, franchement, ça passe vite. Hein. Quand tu viens de me dire 4 mois, ça m'apparaît. J'ai l'impression d'avoir démarré il y a quelques semaines. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'accompagnement et la structuration du modèle avec TAF est très important. C'est-à-dire, tout seul, partir d'une feuille blanche, c'est assez difficile. Dans la démarche, il y a aussi un reporting vers l'investisseur, c'est-à-dire on le tient informé. Et je pense que ce reporting n'est pas uniquement à titre d'information régulière à l'investissement, c'est aussi pour structurer la démarche. Et affiner aussi les cibles. C'est-à-dire, il y a des cibles, au début, on a envie d'avoir enrichir le deal flow, et on a tendance à dire oui pour toutes les cibles, et puis après, on verra. Donc, il y a l'investisseur qui va nous aider à dire rapidement non et ne pas perdre du temps à analyser une cible qui ne le sera pas, ou que je ne serai pas la bonne personne pour exploser cette société. Donc, dans la démarche, mis à part ce côté-là, il y a 2 axes de recherche. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle les deals intermédiaires, c'est à travers les intermédiaires. Donc, je cible les intermédiaires qui connaissent bien le marché et qui connaissent les clients, notamment les cabinets d'experts comptables, les avocats, les intermédiaires en bourse, les banques d'affaires. Et donc, ça fait du boulot de contacter tous ces gens-là, de leur présenter le modèle, de les convaincre, de les intéresser à conseiller leurs clients ou de nous proposer des cibles. Donc ça fait quand même du boulot. Ça me prend la majeure partie de mon temps dans cette première phase, alors que je pensais que j'allais faire aussi en parallèle du deep dive par secteur. Donc, on prend un secteur rapidement, sans trop prendre tous les critères, mais des critères sur la taille. Bien sûr, on prend un secteur qui est en croissance, comme je disais tout à l'heure, mais on prend la taille, le profil du propriétaire et tisser assez large. Et par la suite, identifier les canaux pour accéder au propriétaire. Je pense qu'un contact indifférent avec le propriétaire serait, surtout dans l'environnement tunisien, serait inefficace. Donc, il vaut mieux avoir un canal d'accès et établir un climat de confiance avec le potentiel cédant. Voilà, donc entre les 2 axes, là, en ce moment, je suis plus dans les 80% dans les contacts avec les intermédiaires, et je suis en train de remplir le deal flow pour une phase d'analyse incessamment. Voilà, Hans. Merci, Hedi. C'est intéressant justement de voir le côté théorique et le côté pratique en fait sur comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, et sur ça, je vais peut-être passer à la phase d'acquisition en fait. Et là, je vais demander à Sleh peut-être de nous parler comment ça s'est passé pour toi, Sleh, la phase d'acquisition et la phase de discussion justement de levée de fonds pour l'acquisition de Propane. Merci Hans. Je dirais que la phase d'acquisition, une fois qu'on avait trouvé des synergies potentielles à ce moment-là, entre moi-même, l'entreprise, les cessionnaires, d'ailleurs pour l'anecdote, avant qu'on fasse une sorte d'LOI ou de donner une offre préliminaire, on s'est assis avec les cessionnaires pour passer Kim al-Khoutoub, pour se connaître un peu. C'est-à-dire à tel point que l'ADN de la démarche est resté présent dans toutes nos discussions. On a appris à se connaître avec les managers de l'entreprise et les directeurs de l'entreprise avant même de faire une offre, avant même de regarder en détail, avant même, on a dit, tiens, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Donc ça, c'était innovant. Paradoxalement, tout le monde était au courant de la démarche. On a eu force de conviction. C'est-à-dire, moi, j'ai appris à les connaître dès le départ. Ils ont appris à me connaître et on a construit ensemble. Ce qui est paradoxal en faisant ça,
À partir du moment où on a mis une offre, on a mis beaucoup de temps, la vérité, à structurer, à finaliser, pour des raisons, inutiles de revenir dessus, intrinsèques à l'entreprise. Il y avait une démarche juridique préliminaire à passer. Mais je dois dire que dès le départ, à partir du moment où on a identifié les synergies, qu'il y avait une volonté de cession d'une partie des actionnaires en l'occurrence, on a travaillé ensemble à la construction du futur de l'entreprise, avant même de finaliser, l'acquisition. En matière de financement, démarche classique, on pouvait multiplier les investisseurs. Et sincèrement, on ne l'a pas fait parce que TAEF a souhaité continuer l'aventure, de fait de sa primauté, de son côté pilotage, de fait que financièrement, on a trouvé les bons leviers, les bons leviers stratégiques pour faire évoluer l'entreprise. Et sincèrement, dans le cas de cette entreprise, le changement de gouvernance était une clé pour dénouer un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas liés à l'entreprise elle-même, mais vraiment liés à la gouvernance. Donc, et qui est dans notre démarche de résoudre ce problème de gouvernance à travers cette acquisition par l'entrepreneuriat. Après, en matière, pour revenir à ta question, donc sur l'investissement capitalistique, on n'a pas eu recours à d'autres investisseurs, bien qu'il eût été facile de le faire. En tout cas, dans ce cas-là, on n'aurait pas eu de problème à faire des co-investissements. Mais finalement, le first refusal de TAEF a dit je vais continuer l'aventure jusqu'au bout de l'acquisition. On a fait de la dette mezzanine, en fait. On a fait une sorte d'LBO, créé une holding et on a endetté partiellement la LBO pour acquérir Propane. Et là aussi, franchement, on n'a pas eu de problème de financement. Peut-être c'est ponctuel, dans certains environnements de morosité. En tout cas, la banque ou les banques qui ont souhaité nous accompagner, la banque qui nous a accompagnés a tout de suite compris les synergies qu'il y avait, connaissait l'entreprise elle-même et les difficultés potentielles inhérentes à sa gouvernance qu'il fallait changer, connaissait notre background, connaissait l'investisseur TAEF, et on n'a vraiment pas eu de mal à lever de la dette d'acquisition. Et je dois dire que je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième démarche de dette d'investissement qui a été faite en Tunisie, d'où la primauté ou l'originalité de cette acquisition. Donc, je dirais que si les choses sont claires et transparentes dès le départ, et c'est ce qu'on a fait, ce qui est paradoxal, on n'a pas mis des jokers cachés ou des négociations, les choses convergent dans le bon sens. Et je vous ai dit, à travers les vendeurs eux-mêmes et nous, acheteurs de l'entreprise, enfin, on était dans une phase convergente, on essayait ensemble de trouver les solutions à chaque fois que des problèmes apparaissaient. Dès le départ, aussi, on a été clair sur le positionnement des dirigeants présents de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est venu se greffer sans changer les choses finalement. Chacun est resté à sa place et ensemble, on a créé des synergies de gestion. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé le management. En l'occurrence ici, on n'a pas changé le management. On est venu rajouter une brique qui peut-être, du fait de la jeunesse de l'entreprise particulière, manquait, qui est la brique stratégique et la brique évolutionnelle. Donc, on s'est retrouvés tous dans un puzzle un peu plus complémentaire que la jeunesse de l'entreprise n'offrait pas au moment où on l'avait acquise. Voilà, je ne sais pas si ça répond clairement à ta question. Oui, effectivement, ça répond à ma question et c'est aussi rassurant de voir que, donc effectivement, dans la théorie, le modèle permet d'aligner les intérêts, on revient encore sur ce point, et permet d'attirer des investisseurs autour de la table. Et effectivement, donc ça se justifie finalement dans la pratique. Et effectivement, donc je confirme en fait ce que tu disais par rapport au mécanisme de LBO, en fait, de dette d'acquisition, qui est très rare en Tunisie et et je crois que c'est la deuxième opération effectivement de LBO en Tunisie, effectivement. Absolument. On a innové de la dette LBO avec une banque de la place. C'est-à-dire qu'on a mis 2/3 de fonds propres et 1/3 de dette, et ce qui nous paraît sain aussi d'accompagner. Et la banque, là, retrouve sa place d'acteur important
Exactement. de la croissance économique. Là, elle le retrouve sainement et sereinement, puisque ces banques-là nous accompagnent maintenant dans notre développement quotidien. Et donc, la boucle se fait comme ça. C'est une très belle opération, en fait, Oui. avec plusieurs axes d'innovation. En fait. Donc, effectivement, et je vais rebondir sur le point le deuxième point que tu as évoqué, Sléh, là, sur la phase de management. Et en fait, c'est une question pour Khalil, par exemple. Khalil, si moi je suis propriétaire d'une société que j'ai construite, donc c'est un peu mon bébé, qui on va dire qui arrive à une phase et je suis à la recherche d'une succession ou d'une transmission pour une raison ou une autre. Donc je ne vais pas, je n'aurai pas tendance à la céder sans m'être assurée que la personne qui va prendre le relais par la suite assurera la legacy et continuera à bien la développer. Donc toi, Khalil, en fait, comment toi tu vois l'apport justement d'un searcher qui devient CEO d'une boîte qui est déjà établie, et en fait, comment tu pourrais m'expliquer ça en fait à moi, potentiel business owner? En fait, je vais pas l'expliquer d'une manière beaucoup plus claire que ce que vient de dire Sléh. Il l'a vécu sur le terrain, c'est ce qu'il a fait. Et puis, on a vu la bonne imbrication. En fait. Enfin, il a dit, en fait, enfin, c'est des layers supplémentaires. En fait. Enfin, c'est des briques supplémentaires qui se sont rajoutées à un actif existant qui était déjà suffisamment performant. Je pense que là, je retrouve un peu l'ADN du conseil en fait dans cette démarche-là. Ça veut dire que l'une des premières missions, enfin l'une des premières leçons plutôt qu'on apprend dans le conseil, c'est de se dire un consultant ne sait pas forcément faire mieux que le management de l'entreprise en fait. En revanche, quand on est consultant, en fait, quand on débarque dans une entreprise, en fait, où il y a des personnes qui ont un certain nombre d'années, en fait, ils ont une certaine expertise, une certaine connaissance du marché. On ne maîtrise pas forcément le marché mieux qu'eux, on ne maîtrise pas forcément les techniques mieux qu'eux. Mais en revanche, le principal apport, en fait, c'est une perspective qui est différente et puis une Exactement. expertise croisée sur des secteurs qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément le même ADN que le secteur adéquat. En fait. Enfin, on peut avoir des bonnes pratiques dans le tourisme qu'on appliquerait à la sidérurgie, je dis n'importe quoi en fait. Enfin, et je pense que dans une démarche de search fund, il y a un peu cet aspect-là. Alors, à mon avis, encore une fois, Sléh, tu me corrigeras si c'est à côté, je pense que le chercheur devrait avoir une certaine humilité, une certaine humilité et puis une certaine clairvoyance par rapport au plus qu'il peut donner à l'entreprise. Il ne faut pas croire qu'en tant que chercheur, en tant que nouvel acquéreur d'une boîte, on va venir, d'un coup de baguette magique, en fait, on va faire en sorte que la boîte soit verte du plus 20, du plus 30%. Non, soit on a l'intelligence suffisante de pouvoir construire sur ce qui est existant en y apportant notre propre savoir-faire qui est notre propre héritage des expériences passées, en fait, qui provient certainement de notre background. Et c'est là où on peut avoir une perspective qui est relativement différente, on peut avoir une vision qui est relativement différente, on peut aider à l'adaptation de la stratégie en fonction de certains critères que le management actuel n'a pas forcément interprété de la même manière ou n'a pas forcément vu. Mais le plus important, je pense que c'est de construire avec l'équipe existante. Et c'est en ça que c'est important, en fait. Enfin, c'est en ça que ça a été évoqué tout à l'heure, en fait. Enfin, il faudrait le signaler encore une fois. C'est en ça que la démarche est différente d'une démarche d'un pays classique. Un fonds de private equity, en fait, c'est beaucoup plus souvent une approche, je dirais, malgré toute l'expertise qu'ils peuvent avoir d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue métier, mais c'est souvent perçu par le marché ou par les entrepreneurs comme étant une approche finanço-financière. Ce qui n'est pas le cas dans une approche de search fund. Il y a une relation intuitive personnée entre le management actuel de la boîte, entre les fondateurs de la boîte et le chercheur. Il y a probablement des phases de discussion suffisantes
pour quelque part un peu aussi rassurer le fondateur sur sa transmission. Ce qui fait peur à quelqu'un, en fait, qui a, comme tu as dit, quand tu as ton bébé, Ons, si tu dois le confier à une nounou, tu dois t'assurer que vous avez la même vision que la nounou, en fait, vous avez les mêmes valeurs. Si tu vas le mettre dans un jardin d'enfants, c'est pareil. Imagine si tu devais le confier à, je ne sais pas, à une institution qui va le garder pendant quelques années ou qui va lui assurer son envol, en fait. Tes exigences vont être probablement… Et donc, du coup, tu vas prendre le temps de discuter avec les personnes qui vont prendre le relais et puis de t'assurer que ces personnes-là sont en mesure de parfaitement assurer l'envol et la survie de ton patrimoine. Et ça, c'est particulièrement important dans le cadre d'un search fund et c'est ce qui fait que cet outil de financement soit assez intéressant et pour les investisseurs et pour le chercheur et pour le fondateur qui a envie de transmettre sa boîte. Effectivement. Et ce qui est très intéressant, c'est justement je vais utiliser le terme la fraîcheur en fait et la vision différente qui peut être bénéfique en fait, que peut apporter un nouveau management et un nouveau actionnariat à certaines sociétés qui peuvent être cibles d'un tel modèle en fait, effectivement. C'est la conjonction de cette vision, de cette fraîcheur avec l'existant qui fait, avec l'existant, qui fait que 1 plus 1 font plus que 2. Exactement. Je ne sais pas si Heidi, Sleh, vous souhaitez ajouter quelque chose. Sinon, en fait, je crois qu'il y a quelques questions dans le Q&A. Alors, je crois qu'on a 2 minutes, je vais juste voir les questions. C'est ça. Donc, merci Léonce, Heidi, Sleh et Ali pour vos interventions très intéressantes. Le micro. Vous m'entendez là? Donc, merci Ons, Heidi, Sleh, Khalil pour vos interventions très intéressantes et percutantes. Donc, nous essaierons maintenant de répondre à vos questions et on tâchera de vous répondre au mieux. Merci. Autre chose, je voudrais rajouter qu'on a eu des petits problèmes de live au début, mais sachez que le webinaire va être rediffusé sur notre page Facebook, donc Tunisian American Enterprise Fund. Merci et à vous. Il y a déjà quelques questions en fait. Alors, il y a pas mal de questions par rapport aux critères de sélection d'un bon manager researcher en fait. Non, donc effectivement, il n'y a pas que la qualité de recherche. Je crois qu'on en a un petit peu parlé, mais on peut juste en reparler. Donc, c'est à la fois la qualité de recherche, la capacité de faire une acquisition, de négocier avec les cibles et de faire une acquisition, et la capacité à développer, à être un bon manager de la boîte en fait. Donc il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu, et aussi sans parler de l'esprit entrepreneurial et l'envie d'être entrepreneur qui est essentiel dans une telle démarche. Ça, on a répondu, je crois. L'alignement des intérêts managers, chercheurs et investisseurs, je pense qu'on a évoqué ça. C'est une question qui a été posée au début du webinaire.
Alors, est-ce que nous avons une liste d'entreprises à acquérir et est-ce que TAF est prêt à cofinancer ses éventuels achats? Quelle est la meilleure façon de séduire les financement pour manque de liquidité? En fait, là, ça s'adresse à des entreprises de manière générale. En fait, la cible, la target d'un tel modèle, c'est des entreprises qui sont saines, en fait. Ce n'est pas pour des entreprises qui sont en restructuration. Et par rapport donc, à la liste de sociétés à acquérir, en fait, il n'y a pas une liste préétablie. Bien sûr, TAF met à disposition son réseau aux searchers que TAF soutient. Ça fait partie de notre support à ces searchers, de la part de notre réseau et de la proximité aussi avec nos équipes. En fait, nous, on peut voir passer une opportunité qui, dans le cadre ça se met dans un des autres véhicules d'investissement que nous avons, et nous voyons que c'est plus adapté à un tel modèle, bah forcément, on la communique à nos searchers. Mais il n'y a pas une liste préétablie. En fait, c'est au searcher de chercher justement qui est responsable de trouver une société. Mais il y a le support de TAF, mais pas sous format d'une liste préétablie, en fait. Effectivement, l'accès au financement est important pour l'acquisition. Pour ne pas perdre une opportunité. Donc, oui, la phase d'acquisition est importante, en fait, et comment ça se passe dans la pratique, en fait, c'est que là, l'objectif, c'est de trouver une société qui est intéressante avec un fort potentiel de développement et avec une adéquation avec les objectifs du searcher et des fonds qui sont derrière. Donc, s'il y a une société qui est intéressante, je pense, et le Sleh a témoigné de son expérience, il y aura de l'intérêt. Il y aura de l'intérêt et finalement, en fait, le schéma de financement qui a été utilisé dans le cas de Propan est plutôt rassurant. C'est rassurant de voir qu'il y a différents types de mécanismes de financement d'une telle acquisition et que les acteurs sont prêts à financer une société pourvu qu'on démontre l'intérêt d'une telle opération et le potentiel de développement d'une telle opération, en fait. Donc la première expérience pilote, en fait, qui était entièrement financée donc, par l'apport de TAF et par la LBO est rassurant. Là, pour ces cohortes, en fait, TAF se porte fort pour financer aussi une partie, mais là, on a envie d'avoir d'autres investisseurs. En fait, on aimerait avoir d'autres investisseurs qui financent ce type d'opération et ce type d'aventure, en fait. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je pense, hein. Ouais. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Sinon, est-ce qu'il y a... si Sleh, Hedi, Khalid, si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous êtes les bienvenus. Non. Bon, merci à tous d'avoir participé pour ce webinaire. Merci aux différents searchers pour leur témoignage et pour leur partage d'expériences précieux. Merci Lilia, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.